Salut à tous, c'est samedi, on fait notre 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions qui ont été triées par Shai, qui est de retour. Shai qui reparticipe du coup évidemment après son retour de vacances à ce CQFR du samedi. Mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Théo, parce qu'on a vu quand même quelques-uns d'entre vous laisser des remarques et des commentaires, qu'on peut tout à fait comprendre sur les publicités. Je crois, Théo, que tu voulais faire quand même un petit point, remettre l'église au centre du village. J'avais envie de placer cette Magnifique, expression. très très bien. Oui, non, deux petits mots. Alors la première chose, c'est qu'effectivement, les publicités, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les podcasts audio, que ce soit même si vous regardez des films ou des séries sur les plateformes, personne n'aime ça. Simplement un petit mot, faut que vous compreniez, enfin pour ceux qui s'interrogeaient sur cette question, que nous, on est une petite société, toute petite société d'édition indépendante, et que c'est le seul moyen pour nous de valoriser les contenus qu'on peut vous proposer sous forme de podcast, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les plateformes de streaming audio. Alors sur YouTube, c'est les pubs qui s'affichent. Vous avez pu voir aussi, si vous nous écoutez sur Deezer, Apple Music ou sur Spotify, qu'il y a aussi des pubs, même si vous avez des abonnements premium. Mais là, même chose en fait. L'abonnement premium que vous pouvez avoir sur ces plateformes, l'argent va aux plateformes, mais rien n'est redistribué aux créateurs de contenu, aux podcasteurs. Et donc nous, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir continuer à vous proposer des contenus qu'on espère intéressants et à faire en sorte qu'on puisse vraiment développer la qualité et la diversité de ce qu'on peut vous proposer sur ces plateformes-là. Un peu de la même manière que sur le reste de l'information. L'information, même si nous on parle d'une chose aussi triviale que le basket, elle a un coût. Elle a le coût, simplement le nôtre, en fait, de nous permettre, nous, de nous informer, de nous tenir au courant et de vous proposer la meilleure couverture dont on est capable sur le basket ou sa culture. Donc voilà, je comprends encore une fois que ça soit fatigant d'avoir des pubs qui se lancent, mais c'est notre seul moyen d'action avec, bien entendu, vous savez que vous pouvez aussi nous soutenir en achetant les MOOC ou les livres qu'on peut faire paraître. Mais voilà, pour une société indépendante comme la nôtre, et j'insiste sur le terme indépendant, parce que c'est pas si fréquent au bout du compte dans la presse d'avoir des groupes totalement indépendants. On n'est pas, il n'y a pas d'autres revues sur le foot ou sur, je sais pas, le MMA ou la Formule 1 qui permettent de financer les éditions Reverse. Tout ce qu'on fait, on le fait, voilà, nous on est 5 à temps plein pour tout vous dire très clairement, avec la chance d'avoir des super pigistes et des super collaborateurs. On pense à Benoît, on pense à Benjamin, on pense à Damien, on pense à toute l'équipe. Mais voilà. Voilà pour cette petite parenthèse. Donner des sioux à l'arc, comme il disait dans le sketch des nuls, ça m'a fait penser à ça. Exactement. Allez, on va commencer avec les questions que vous nous avez posées ces derniers jours. La première concerne Victor Wembanyama, une question de Nico, the King of Narvalos. C'est lui qui nous a indiqué ce pseudo, je n'invente rien. Adepte du forum du journal L'équipe, je lis souvent des ergoteries sur la supposée arrogance ou confiance de Victor. Certains le considèrent comme arrogant, ce que je peux comprendre, car ça m'agace un peu personnellement quand je l'entends faire des déclarations à l'emporte-pièce du genre « je veux gagner 5 titres minimum » ou « l'objectif c'est le titre » et j'en passe, en sachant qu'il n'a rien gagné à ce jour. D'autres rétorquent que c'est très français de critiquer l'un de nos champions pour une raison aussi futile et louent au contraire sa grande confiance en lui. Comme l'a si bien dit Antoine dans le CQFR, Holmgren s'est peut-être déjà assuré un plus beau palmarès NBA que Victor en ayant gagné un titre, mais ne vous méprenez pas, je l'aime bien et je lui souhaite le meilleur, et qui ferait trop qu'un Français, et ça ne pourrait être que lui, devienne l'un des meilleurs joueurs all-time. Rien ne dit qu'il ne va pas faire flop et ne jamais rien gagner, que ce soit en NBA ou même avec l'équipe de France. Il est quasi certain qu'il finira au minimum avec quelques trophées individuels, mais ça resterait à des milliers d'années-lumière de l'ambition déclarée par l'intéressé lui-même qui se voit tout gagner plusieurs fois. Tout ça pour dire qu'il aurait selon moi tout à gagner à faire preuve d'un peu plus d'humilité dans ses déclarations, ce qui n'est absolument pas incompatible avec le fait d'avoir une immense confiance en lui. Ce serait donc à la fois une façon de se protéger et de se rendre plus sympathique. Il n'y a aucune raison qu'il ne devienne pas le sportif préféré des Français, à l'image d'un Noah ou d'un Zidane. Ma conviction est qu'il se fiche de ce qu'on pense et qu'il continue sa voie à sa manière. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous comme moi qu'il devrait revoir sa façon de communiquer et essayer d'améliorer son image, ou au contraire que c'est un faux débat et qu'il n'a qu'à rester égal à lui-même? Je dirais que c'est plus ou moins un faux débat. Après, il est encore jeune, en fait, Victor Wembanyama. Il se cherche aussi en tant qu'être humain. Donc, sa communication, je pense qu'elle va évoluer avec le temps. Après, voilà, j'espère qu'il ne va pas devenir une. Moi, tout ce que j'espère pour les gens en général, c'est de trouver la paix et de ne pas devenir des caricatures d'eux-mêmes. J'ai l'impression que, par exemple, si on fait un parallèle avec le foot et avec Kylian Mbappé, deux prodiges,
Mbappé, il est devenu un moment une caricature de lui-même parce qu'il se cherchait et j'ai l'impression de l'extérieur, peut-être que je me trompe, qu'il a voulu coller la case de ah non mais ça moi je dois faire ça. Et Wembanyama, des fois je vois des petites similitudes de ah non mais je devrais dire des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il maîtrise quand même plutôt bien qui il est, qu'il a ses particularités, qu'il a ses spécificités. J'ai même pas l'impression que ce soit surjoué, par exemple, quand il fait même s'il y a peut-être un côté un peu personnage, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est juste lui-même de je suis différent, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Il me l'air quand même plutôt naturel. Naturel, peut-être différent de la masse, mais sa manière de s'exprimer, je le trouve quand même très intéressant. Et je pense que sa communication, de toute façon, elle va évoluer avec le temps. Et généralement, j'essaie de pas trop juger. Enfin bon, il est qui il est en fait. Moi, je le trouve pas arrogant, honnêtement. Je trouve que sa communication, elle est très propre et j'ai pas de problème avec les athlètes qui se fixent des objectifs élevés. C'est ça un petit peu la différence et la nuance, je pense, c'est est-ce que c'est arrogant de se fixer des objectifs élevés ou est-ce que, enfin, pour moi, il n'est pas en train de dire je sais que je vais gagner 5 titres. Il est en train de dire mon objectif, c'est ça, et donc de figurer parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Moi, ça me choque pas. Honnêtement, on en avait fait aussi beaucoup à l'époque autour de Tony Parker parce qu'il avait ce tempérament-là. Et pour autant, je pense pas qu'ils aient les mêmes personnalités. Et autant aujourd'hui, avec le recul, même si à l'époque, tout n'était pas arrogant dans ce que disait Tony Parker, aujourd'hui, je comprends mieux la part d'arrogance qu'on peut lui trouver. Je vois pas ça chez Victor, honnêtement. Je pense que c'est plutôt simplement le tempérament qui est d'afficher ses objectifs. Par contre, ce que dit notre auditeur est vrai, en faisant ça, il se met une pression. Mais c'est peut-être aussi ce dont il a besoin lui-même pour se motiver. Donc moi, ça me choque pas. Moi, je le trouve pas du tout arrogant et je le trouve toujours très naturel parce qu'il continue. Il peut pas le faire autant qu'en début de carrière, de se faire. Il est pas rare, hein, il est de plus en plus visible. Déjà en tant que franchise player, il est obligé de répondre aux questions après chaque match. On le voit dans des formats un peu différents, mais il y a une différence notable avec Mbappé que je trouve, par exemple, c'est que Victor parle devant les médias à peu près comme il parle dans la vie. Ça reste, c'est sa manière de s'exprimer. Il livre ce qu'il a envie de livrer, mais il s'ouvre parfois en parlant de ses passions. Là, ces derniers temps, il était vachement sur les échecs, hein, avec l'événement qu'il a organisé. Je regardais l'interview qu'il avait donnée aussi sur la chaîne de Julien Song. Enfin, c'est intéressant. Je le trouve naturel. Je trouve pas son discours et ce qu'il dit stéréotypé ou forcément répétitif. Alors qu'Mbappé, qui était très spontané au départ, autant sur le terrain qu'en dehors, très vite, on a vu que devant les médias, il jouait un rôle. Et ses phrases étaient c'était de la communication, quoi. Et il s'exprime bien. Il s'exprime toujours bien, Mbappé, c'est pas la question. Mais il a perdu en naturel, en spontanéité, et ça, je pense que ça l'a desservi aussi. Moi, je trouve que que Victor est toujours extrêmement intéressant, que son ambition est légitime. Je veux dire, avec les cartes qu'il a en main, ce serait presque dommage de ne pas viser ce qu'il vise et ce que des gens voient en lui, c'est-à-dire potentiellement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour l'instant, j'ai pas vu. Je serais le premier. Je pense que c'est quelque chose que j'aime pas à le trouver changé s'il est changé. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment toujours un garçon aussi naturel et très très agréable à écouter. Et notamment parce qu'il parle aussi d'autre chose que de basket. Ce que je reprends le cas d'Mbappé, c'est peut-être injuste, mais c'est vraiment l'athlète central dans le sport français aussi. Je trouve qu'il s'ouvre un peu, il parle d'autre chose que de basket et de ses passions, et c'est ce que n'a jamais fait Mbappé finalement. Et moi je trouve que c'est un faux débat parce que pour l'instant il y a pas, il dit pas je vais tout casser, être le meilleur. Il aspire à être le meilleur et à gagner des titres comme tous les mecs. On parlait de la mentalité des Américains. Tu rentres sur le terrain, c'est pour essayer d'être le meilleur. Donc il n'y a pas de raison que parce qu'il est français, il soit différent pour lui. On passe à une question de Stéphane. Le roster des Clippers a déjà largement été commenté. Vous avez évoqué ses limites en parlant de l'âge avancé des membres de cet effectif. Harden, Leonard, Paul, Batum, Bill, Lopez. Ne devrait-on pas envisager une gestion intelligente de ce roster avec des temps de jeu permettant à cet effectif d'arriver au pic de forme au moment de la post-saison? Plus aucun des joueurs évoqués ne concourt pour des distinctions individuelles et le roster est suffisamment large pour imaginer des saisons à 55-60 matchs pour les cadres ou de manière différente des rencontres à 30 minutes de moyenne avec une véritable rotation à 10 ou 11 joueurs. Tyronn est habitué à gérer des stars et des égos, n'aurait-il pas tout intérêt à gagner à imaginer une saison régulière avec un aménagement de temps de jeu et la priorité pour les playoffs de façon à impliquer tout le monde de manière égale? Qu'en pensez-vous?
Mais il le fera sans doute. Mais déjà, l'effectif, il est profond quand tout le monde est là. Mais pendant la saison, même en manageant, il y aura des blessures. Donc, il y aura des joueurs blessés. Donc, d'un coup, il y aura un effectif soudainement moins profond avec des minutes avec des joueurs qui devront jouer plus de minutes que prévu à la base. Mais oui, imaginons, tout ça, c'est parfait. Hein. Dans le meilleur des mondes, pas de souci. Tu arrives en forme en playoff, c'est très bien. Mais l'âge sera quand même un problème en fait en playoff. Parce qu'en playoff, c'est pas tu fais jouer tout le monde 30 minutes. Tu as des joueurs qui doivent. Le niveau d'intensité augmente et à partir d'un certain âge, tu es moins enclin à y répondre ou à tenir ce niveau d'intensité sur le nombre de minutes qui doit augmenter. Donc oui, c'est parfait, c'est très bien, c'est une très bonne idée. C'est sans doute le plan qui va être mis en place. Ça va tourner. Il y aura, s'il y a une blessure, bah, il y aura un vieux qui joue un peu plus longtemps. Mais sur le long terme, quand je dis long terme, je parle à la longueur d'une saison, c'est pas ce qui fera la différence en fait pour les Sixers. Pour les Clippers. La seule manière pour les Clippers de gagner vraiment un titre cette saison, c'est de trouver une machine à remonter le temps et de ramener la version de Kawhi Leonard de 2019. C'est tout. Sinon, apparemment, t'as vu qu'il s'est entraîné jusqu'au mois de juin, pendant le mois de juin, pour simuler l'intensité d'une saison jusqu'en finale. J'espère que son corps va tenir le coup en octobre du coup. Mais oui, j'ai vu. Ouais, en fait, comme toi, Antenne, je pense que c'est l'idée de base des Clippers, c'est ça, mais comme tu le disais, en fait, je pense que Tyronn Lue, il a même pas tant à se prendre la tête, à réfléchir à comment ça va se passer, parce que de toute façon, les choses feront qu'il va devoir faire tourner, parce que l'effectif est âgé, il y a des mecs qui devront se reposer, il y aura des blessures, c'est sûr. Ça enlève rien à la qualité de l'effectif des Clippers sur la saison régulière. Ils ont un effectif qui est profond, dans lequel ils vont pouvoir puiser, mais je continue de penser que c'est une équipe qui est bien bâtie pour faire une très bonne saison régulière. En play-off, ça suffira pas. Tu peux pas imaginer avec des joueurs de cet âge-là pouvoir enchaîner. T'imagines pour faire des finales NBA, c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu enchaînes 3 séries de play-off complètes avec tes meilleurs joueurs qui sont meilleurs de leur niveau et qui sont sur le terrain. Ça me semble totalement irréalisable pour Los Angeles. Question de Roland ensuite. Grâce à Théo, j'ai enfin compris le pourquoi du comment de l'attaque en triangle. C'était principalement une question d'époque et ça, même ChatGPT n'a pas été foutu de me le dire. Ça, c'était en intro. Donc Théo est meilleur que ChatGPT, c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt rassurant, c'est plutôt bon à savoir. Pour l'instant. C'est flatteur surtout. Dans un récent CQFR, il y avait une question sur les joueurs pour lesquels vous aviez changé d'avis entre le début et la fin de carrière, soit que vous détestiez au début et aimez à la fin ou l'inverse. Y a-t-il des joueurs, stars ou superstars, donc pas de Cameron Payne, Antoine, rassure-toi, pour lesquels au contraire il n'y a pas eu de changement, ça n'est jamais passé. Vous les avez détestés, entre guillemets, du début à la fin et ils ne se sont jamais rattrapés à vos yeux. Pour ma part, malgré les années, les performances, les records, la longévité, je pense à Chris Paul, Jason Kidd et bien sûr Draymond Green. Je sais pas, parce que moi, en fait, déjà, je déteste personne. C'est pour ça que c'était entre guillemets. Ouais, je sais, mais... On a tous un peu des biais, mais... C'est quoi, c'est un joueur en qui on croit pas du tout, sur une star, sur des superstars? Pas dans lequel on croit ou pas, c'est les joueurs dans lesquels tu changes d'avis, que tu aimes ou pas, quoi. Que t'aimais pas trop. Mais que t'as jamais aimé, en fait. Sur lequel t'as pas changé d'avis. À la fin, James Harden. Jamais aimé. Moi, j'ai bien aimé. Mais je suis capable de le défendre, en plus. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai quand même bien aimé quand il était dans son rôle de 6e homme, tu vois, au début. Même la première saison à Houston, c'était tellement hors norme. J'en ai pas tellement en fait. C'est plus des joueurs que j'ai toujours aimés. Tu vois, ce serait plus facile pour moi de te trouver des joueurs que j'ai toujours aimés que des joueurs que j'ai jamais aimés d'un bout à l'autre de leur carrière, quoi. Moi j'en ai un, si vous voulez. J'ai Kevin Garnett, moi. Je parle pas du niveau de jeu, hein. Attention. Hein. Pas aimé Garnett non plus. J'aimais pas au début, j'aimais pas au milieu, j'aimais pas à la fin, même à Brooklyn. Et pour le coup là, je l'ai vu de près et côtoyé un peu. C'était Le joueur était incroyable à Minnesota, très fort. À Boston, il a apporté ce qu'il a apporté. C'était une personnalité incroyable. Et à la limite, si je commence à l'apprécier maintenant dans son rôle de c'est pas consultant, mais de podcasteur, tout ce qu'on veut. J'aime plutôt bien la manière qu'il a d'à la fois d'être un peu nostalgique de l'ancien temps, mais en même temps d'être très très positif et encourageant avec les jeunes et pas à dire tout le temps c'était mieux avant et machin. J'aime bien le KG d'aujourd'hui. Mais par contre, en tant que joueur, j'ai toujours eu du mal avec l'intensité que je trouvais un peu surjouée. C'est très injuste parce que je pense qu'elle l'était pas et qu'il avait besoin de se mettre dans ces états-là et d'être un connard fini avec les autres sur le terrain et en dehors.
mais j'ai jamais réussi à apprécier le joueur pour ce qu'il apportait et la personnalité, j'ai eu du mal. Alors que maintenant, ça va. Mais moi c'est vraiment, je pense, le seul joueur avec lequel ça m'a fait ça. Harden, pareil, il y a tout le début de carrière, tout début avec OKC, je le trouvais super. Puis, le côté le barbu avec un look un peu différent des autres, j'aimais bien. Et à partir du moment où il est devenu vraiment franchise player, je le trouve incroyablement fort. Hein. On parle pas de niveau, encore une fois. Mais j'ai jamais réussi à changer vraiment d'avis, à apprécier Harden. Sauf peut-être, et encore, l'année dernière, vu que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, peut-être qu'il est un peu remonté comme ça. On parle juste d'affect, hein. On parle pas de niveau de jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé le Garnett du début. Hein. C'était un truc de fou. Et notamment, sa connexion. Alors, pas tant avec Stéphane Marbury. Ce que j'ai adoré, c'est que Terrell Brandon, qui malheureusement a été énormément blessé. C'était un meneur de jeu que j'aimais beaucoup. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Finalement, en y réfléchissant, il y a peut-être... le seul nom qui me vient un peu en tête, c'est Antoine Walker. Donc, j'ai vraiment jamais aimé le jeu, que ce soit à Boston et qui m'a saoulé encore plus à Miami à faire ses chimies quand ils ont été champions, alors que je crois que c'était James Posey qui pesait beaucoup plus sur le jeu en sortant du banc. Donc, si j'en ai un, c'est peut-être Antoine Walker. Question d'Emmanuel. Est-ce que vous pensez que les Suns ont tradé Kevin Durant sans que celui-ci ait été informé de ce qu'ils avaient prévu pour Bradley Beal, ni de l'extension max pour Booker? Autrement dit, est-ce que vous pensez que KD aurait accepté d'être envoyé à Houston en sachant que Beal allait partir et Booker prolongé au max? Est-ce que ce n'est pas lui le grand perdant du trio finalement dans cette gestion calamiteuse? Pourquoi perdant? Moi, je pense que lui, il est gagnant, hein, parce qu'il va gagner plus de thunes pour aller jouer dans une autre équipe. Mais non, KD, je pense qu'il est totalement gagnant dans ce trade. Est-ce que si Bill s'il avait la garantie que Bill serait parti et qu'il pouvait reformer juste le duo avec Booker, en gros, je pense s'il y avait eu un trade de Bill, c'est si Bill avait pu être tradé que je veux bien croire que Kevin Durant éventuellement, parce que si Bill avait été tradé, peut-être que les Suns auraient pu construire une équipe correcte, mais sinon, parce que là, le couper Bill, c'est pas, si tu laisses juste Durant et Bill, mais il y a toujours le salaire de Bill à 19 millions, s'il y avait eu un trade de Bill très tôt qui redonne une forme de flexibilité et des atouts aux Suns qui peuvent amener éventuellement d'autres trades et que vraiment il y a un plan, on lui montre, regarde là, tu vas jouer avec Booker. Mais bon, je pense que c'est trop tard, hein, dans tous les cas. Mais là, à la limite. Mais là, non. Là, lui, il est gagnant, Bill est gagnant. Ils sont tous un peu gagnants, hein, dans l'affaire. Ils ont tous eu plus ou moins ce qu'ils voulaient. Pardon. À ce stade de sa carrière, en fait, KD, je pense que non, Houston, c'est la meilleure solution. Il arrive dans une équipe où tout est en place, en fait. Il arrive clé en main, son rôle, on sait exactement ce qu'il va devoir faire. Il y a tout autour qui est déjà prêt pour lui. Je vois pas comment Phoenix aurait pu, même s'ils avaient trouvé un partenaire pour trader Bill, reconstruire une équipe aussi cohérente que celle dans laquelle il arrive à Houston. Je pense que c'est vraiment la meilleure option pour lui. Est-ce qu'il parlait peut-être sur l'image ou l'impression laissée sur l'échec de ce projet, je sais pas. Là, si on revient sur l'échec des Suns, est-ce que KD en ressort comme pas le responsable, mais comme le perdant, je sais pas. C'était peut-être ça qu'Emmanuel voulait dire. Non, mais il est forcément attaché au truc. Je pense que l'auditeur repense à la première année KD et Booker et se dit ce duo était très fort. Et oui, ce duo était très fort. Mais il y avait des choses autour, des choses qui n'existent plus. C'est trop tard, en fait. Le moment où ils font le transfert de Bill, c'est trop tard. Question de Thomas. J'ai suivi la NBA des années 90, puis ai décroché début 2000 avant de m'y remettre l'année dernière. Entre-temps, les salaires ont explosé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, probablement avant aussi, seul l'argent compte pour les joueurs. Et j'ai du mal à comprendre cette préférence de l'argent comparé au titre, surtout pour les superstars, pour le role player ou les joueurs random qui ont des salaires moindres et moins impactants sur la masse salariale, ok. Mais quand je vois le salaire de LeBron, malgré tout l'argent déjà gagné, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il préfère quelques millions de plus sur son compte qu'une bague supplémentaire. Pourquoi ne pas s'asseoir sur une partie de son salaire pour libérer du cash et renforcer son équipe en vue de potentiellement gagner un titre de plus? Il faudrait demander aux superstars retraités sans titre, comme Barkley ou Iverson par exemple, avec le recul qu'ils ont, s'ils n'échangeraient pas 1 ou 2 années de salaire contre une bague de champion. Je parle de LeBron, mais tous ces contrats max me semblent juste être comme se tirer une balle dans le pied dans son propre palmarès. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pas tout à fait... Je suis partagé, en fait. Je suis partagé parce que on voit tout à travers le prisme du sport et pas assez au travers le prisme de l'humain. Mais oui, dit comme ça, bien sûr, la phrase là de demande à Malo ou Melo s'ils échangent une ou 2 années de salaire contre un titre.
J'imagine qu'il y en a peut-être qui te diront ouais, bah ouais, c'est vrai. Là. Et encore, Malone, il a essayé, tu vois. Mais dans le fond, tu vois, moi là, regarde, je vais vous faire un truc très simple et je vais me mettre moi, je vais même pas parler de vous. Tu me dis, on garde le même salaire aujourd'hui. Bon, généralement, ça va de pair quand même, mais imaginons que ça n'aille pas de pair. On garde le même salaire, mais Rivers devient le meilleur truc de basket au monde, ok. Ou à l'inverse, tu me proposes de gagner très très bien ma vie, mais je dois aller écrire pour un média que je peux pas saquer, que je peux pas blairer. Je vais pas en citer un, mais voilà, tu vois. Bah, je pense quand même que mon choix, à un moment, les carrières, elles sont, tu sais, les vies, c'est individuel en fait, tu vois. Peut-être que l'argent, il passerait au-dessus, tu vois. Et bon, je sais que c'est pas les mêmes montants, donc ma comparaison va être tirée par les cheveux pour certains, mais LeBron, ce qui est encore différent, c'est là sa dernière année de contrat. Parce que lui, pour le coup, sa legacy, j'ai l'impression qu'elle compte. Tu vois, parce que lui, il est en quête de quelque chose qui est lié à sa legacy. Il n'est plus en quête d'argent. Donc LeBron, c'est un petit peu particulier. Et c'est vrai que la question, elle portait sur LeBron. Moi, j'avoue, je me suis vraiment dit qu'il y avait quand même vraiment quelque chose à gagner, à renoncer à sa dernière année et à signer pour, je sais pas, même juste 15 millions de moins en fait. Prendre 40 millions à la place de 55 et rien qu'avec ce move, il met super bien les Lakers, tu vois. Mais visiblement, il voulait leur faire aucun cadeau parce que visiblement, il y a un truc qui va pas entre lui et les Lakers. On sait pas quoi, mais il y a quelque chose. Donc après, voilà, pareil, si tu t'entends pas du tout avec tes boss, est-ce que tu veux vraiment leur faire un cadeau je sais pas, est-ce que tu es prêt à faire un cadeau même à nos échelles, tu vas de 500 euros à une boîte 500 euros sur ton salaire à une boîte à laquelle tu t'entends pas. Encore une fois, vous allez me dire oui, mais bon, c'est des millions, il est déjà assuré. Je pense que 500 euros sur nos salaires, c'est un plus gros impact que, ouais, que 15 millions de 15 dollars millions sur les la vie de LeBron. bien sûr, je sais, ouais, je sais bien, c'est triste, mais ouais. Mais bon, vous avez vu l'idée. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, Antoine. Non, je finis. J'allais dire, vous avez vu l'idée. Tu vois, j'ai du mal à juger vraiment les choix de carrière, moi, en fait. Moi, ça me choque pas, en fait, les questions d'argent. Je trouve que c'est... comment dire, c'est honorable pour les joueurs qui font le choix à un moment de prendre moins parce qu'ils veulent gagner, comme Dirk Nowitzki l'a fait, Tim Duncan l'a fait, Jalen Brunson l'a fait récemment avec New York. C'est honorable. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les athlètes décident de ce qu'ils... Ouais, comme toi, Antoine, choisissent leur vie, choisissent même l'argent s'ils le veulent. Simplement, faut de la cohérence. C'est-à-dire qu'après, quand tu as fini ta carrière, tu peux pas dire ouais, mais le club m'a jamais entouré de suffisamment de stars si toi, tu as bouffé toute la part du gâteau. Tu vois, faut simplement que tu sois cohérent jusqu'au bout, en fait. Et dans le cas de LeBron, la particularité, c'est que je sais que ça va sembler fou ce que je vais dire, mais au bout du compte, vu l'argent généré, LeBron, il a un vrai argument à dire qu'il a été sous-payé toute sa carrière, en fait. Quand tu vois le business généré par la NBA, par les équipes dans lesquelles il a joué, il peut dire ma valeur a été sous-évaluée parce qu'elle est encadrée par un cap, etc. Donc, ce ne serait pas forcément mon point de vue, mais c'est un point de vue que je peux entendre. Comme toi, Antoine, moi, j'ai été surpris pour des raisons même égoïstes, en fait, de LeBron qu'il active sa clause et qu'il décide pas de renégocier pour un petit peu moins sur 2 saisons de manière à permettre à son équipe d'être en meilleure place pour pouvoir raisonnablement viser le titre parce que ça sera plus joli sur sa ligne de stats finale et sur son CV final s'il arrive à choper un dernier titre au bout du compte. Mais j'ai pas de problème avec ça. Franchement, tu sais, on en fait beaucoup aujourd'hui autour des self-made men et quand tu vois les oligarques qu'on scoltine qui essaient de se faire passer pour des génies ou pour des gens qui se sont bâtis tout seuls, non, ils avaient déjà hérité d'une fortune qui était énorme. Le sport, c'est un des derniers, finalement, champs dans lequel les gens peuvent dire « Oui, et l'argent que je gagne aujourd'hui, et même s'ils ont été aidés dans leur progression, il y a eu des gens qui ont été des éléments, des facteurs clés dans leur développement. Ça fait partie des dernières personnes avec certains artistes qui peuvent dire « Mais non, mais c'est ce que je gagne aujourd'hui, je le dois littéralement à la sueur de mon front. » Et encore de moins en moins, Théo. La Ligue, elle est à combien maintenant de fils de joueurs NBA mais il y en avait déjà avant des fils de joueurs. Ouais, mais maintenant, c'est quasiment que ça, en fait. Maintenant, les nouveaux prospects qui arrivent. Bah, c'est pas que ça, mais il y en a plus qu'avant, je suis d'accord, mais c'est pas que ça. Bah, ouais.
Quand tu creuses sur les prospects qui arrivent, il y a quand même. Que ça, je trouve ça exagéré que ça. Je pense que les fans, là, du point de vue des fans, ils aimeraient se dire, même si la plupart ont intégré le fait que les joueurs doivent rien aux franchises, parce que les franchises parfois sont sans pitié avec eux. Il y a plein de cas où des joueurs n'ont pas signé de contrat pour faire une fleur à l'équipe et derrière se sont retrouvés tradés à l'autre bout du pays, là où ils ne voulaient pas aller. Bon, en soi, moi aussi, les joueurs, ils doivent rien aux dirigeants en soi. Je pense que les fans se disent mais pour nous, ce serait cool en tant que fanbase qu'ils aient assez d'implication émotionnelle pour se dire allez, pour les gens, pour les fans, je vais faire un geste, comme ça l'équipe reste compétitive. Je pense que c'est aussi ça qui entre là-dedans. Mais dans des cas spécifiques comme celui de LeBron, il n'est pas à 15 millions, c'est fou à dire, il n'est pas à 15 millions près. Et en même temps, j'imagine qu'il a quand même il y a une sorte de business plan derrière tout ce qu'il fait depuis le début de sa carrière avec les gens qu'il a autour de lui et qui implique que 15 millions, c'est 15 millions et que ça sert pour différents investissements, je ne sais pas, pour son école, pour des trucs immobiliers, donc peut-être, nous, ça nous paraît fou que quelqu'un soit qui n'est pas à 15 millions près puisse ne pas imaginer ce sacrifice. Mais quelque part, ils sont tous comme ça maintenant. Je pense qu'on leur apprend, on leur dit aussi, prends ce que tu peux prendre quand tu peux le prendre, parce qu'on n'était jamais à l'abri d'une blessure dramatique, de ça. Alors oui, quand c'est LeBron, 41 ans, milliardaire, qui fait pas qui prend le max qu'il peut prendre, ça peut peut-être choquer un peu, mais de manière générale, ils sont tous comme ça maintenant, et ils seront toujours tous comme ça. Il y aura de moins en moins de joueurs qui vont faire des sacrifices, le terme est évidemment à prendre avec de très gros guillemets, mais c'est pas si étonnant. C'est pour ça qu'on peut pas être choqué par ça. Il y a un monde idéal où on aimerait qu'un joueur qui reste toute sa vie dans la franchise, comme Dirk, fasse la petite fleur au moment opportun pour permettre un recrutement plus adapté, ou Tim Duncan l'a fait aussi. Mais c'est utopique et je pense qu'on le verra de moins en moins. Question suivante. Allez, on va prendre la question de Chun-Li. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne, alors un top 3, vous pouvez en donner qu'un, c'est pas non plus top 3 de vos surnoms de joueurs préférés. En ce qui me concerne, c'est The Human Highlight Film, The Answer et White Chocolate. Et pendant que j'y suis, je profite de l'occasion pour vous demander aussi votre top des pires surnoms. Pour ma part, je citerai Ruben Patterson qui s'est autoproclamé The Kobe Stopper alors que Kobe lui plantait 40 points à chaque match. Yao Ming surnommé Dynasty par Steve Francis alors qu'il n'a jamais ramené de titre à Houston. Ou Pooh Richardson qui devait bien avoir du mal à intimider et à prendre le dessus sur qui que ce soit avec un surnom qui signifie ourson. Est-ce qu'il y a un surnom de quelqu'un que vous avez, votre surnom préféré ou votre surnom vous pouvez pas piffrer? Ceux qui me viennent en tête, The Answer, c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Il y a Air Jordan quand même, en deuxième, ou du moins... Je réfléchis pendant qu'Antoine... Antoine, t'en as en tête? Non, pas vraiment. En fait, c'est plus je regrette qu'on n'ait pas des surnoms, que ça disparaisse en fait. C'est plus ça, je regrette qu'aujourd'hui les surnoms c'est que des initiales ou des trucs liés au prénom, qu'il n'y a pas tant, qu'il n'y a plus vraiment cette créativité qu'on avait avant. J'aimais bien Plastic Man pour Stacey Augmon aussi, pardon. Ouais, Plastic Man, c'est pas mal ça. Mais oui, avant c'était un peu plus créatif. Mais moi, je regrette. Donc du coup, c'est pas un vrai surnom parce que le principal intéressé n'en veut pas. Mais le Slim Reaper pour Kevin Durant, je trouve que c'est du gros gâchis. Ça aurait été parfait. Il a le gabarit donc c'est un jeu de mots avec The Grim Reaper, le surnom de la mort en anglais. Ça aurait été parfait. Donc moi, ça aurait été mon préféré. Sinon, ouais, les surnoms donnés par Shaq à l'époque, The Answer, The Truth. The Truth. Paul Pierce is the fucking truth. Ça, c'est quand même... Ouais, sinon, des trucs très parlants, très simples, mais je pense qu'à l'époque, Iceman, ça en imposait un peu quand même, tu vois. Des trucs comme ça. Et maintenant, bon, malheureusement, oui, on fait des dérivés des noms de famille, comme avec Wemby. Il y a un auditeur, je ne sais plus lequel, qui nous disait, ouais, pourquoi vous... Même lui-même s'en sert comme nom sur ses réseaux. Et pourquoi est-ce que vous n'aimez pas? Bon, voilà, c'est le manque d'inventivité. Mais bref. Et pour ceux que j'aime pas, tous ceux qu'on a dit, tous ceux avec les initiales, quand ça fait 70 fois que des joueurs les ont utilisés, je trouve que... Et du coup, Wemby, j'aime pas. Mais même si c'est adoubé par le principal intéressé. On passe à une question, question de Fabien. Quel a été l'article que vous avez le plus aimé écrire et celui qui vous a le plus marqué, éventuellement parmi ceux qu'ont écrit vos co-rédacteurs? À titre personnel, j'ai beaucoup aimé l'article sur Becky Hammon dans le MOOC Spurs qui était de Shai dans mon souvenir, celui sur Jason Tatum dans le MOOC Celtics qui était d'Antoine, le premier m'ayant permis de découvrir une personnalité dont j'ignorais l'étendue de la carrière, et pour le deuxième d'arriver à cerner un peu mieux un joueur que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai parfois un peu de mal à décrypter.
Alors, quel a été l'article que vous avez préféré écrire? Antoine, je sais qu'il aime pas parce non, mais je vais être catastrophique dans CQFR parce que tu vois, pour le surnom, j'ai pas de réponse. Plein de trucs, j'ai pas de réponse. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Sur le plus aimé écrire. Ouais, vas-y Théo, si t'as des idées déjà, j'essaie de réfléchir vraiment. Alors c'est dur parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge pour Rivers et j'oublie aussi vite, tellement on a la tête dedans qu'après j'oublie très vite. Ouais. Je dirais peut-être celui qui me vient en tête, c'est un papier que j'avais écrit sur un joueur qui a jamais percé, un mec d'Auckland qui s'appelait Hook Mitchell, qu'on avait remis dans le MOOC Small. Voilà, un mec de la banlieue d'Auckland qui était un petit peu l'idole de Jason Kidd et de Gary Payton quand ils étaient gamins. Ça, je pense que c'est un de ceux que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, plus de plaisir à lire. Il y en a un paquet. Moi, j'ai adoré celui de Shai sur Maya Moore. C'est un des articles que j'ai préféré. J'ai adoré celui de Frédéric Gonella sur, de Xavier D'Almeida sur Manu Ginobili. Ouais. Voilà. Passionnant. Frédéric Gonella, dont je venais de citer le nom, on a fait un super sur l'équipe de France 2003, qui était partie pour gagner le titre, être championne d'Europe et qui s'est crashé en demi-finale face à la Lituanie. Antoine, je l'ai sur le bout des lèvres là, le papier que tu avais écrit. Tu en avais écrit un sur Chris Dunn qui était super, et tu en avais fait un aussi sur je retrouve plus le nom de Javaris Clinton. Exactement. C'est marrant parce que j'allais te dire, c'est peut-être c'est marrant que tu dis ça. Pourquoi je pensais à ce papier-là? Parce que je me suis dit c'est peut-être un de ceux que j'ai le plus kiffé écrire. C'est un de ceux qui m'est venu en tête sur ceux que j'ai le plus kiffé écrire. Mais et lire. Lire, je me souviens pas. Je serais incapable. Là, si vous me demandez ce qu'il y a dans les dernières, déjà, je serais incapable de vous dire ce que j'ai écrit. Déjà, ça c'est, tu vois, la Crittenton, je m'en souviens, mais déjà, je m'en souviens parce c'est un de ceux dont on m'a parlé, tu vois. Mais sinon, c'est pas sûr que je m'en serais souvenu plus que ça. Et ouais, je serais incapable de dire. Ton humilité et ton manque de mémoire t'honorent, Antoine, t'inquiète. Mais pourtant, j'ai une bonne mémoire, c'est ça le plus fou. Mais tu sais, pour le boulot, en fait, c'est différent, tu vois. Ouais. J'ai besoin de faire de la place, en fait. Si je me souviens des MOOC, mon cerveau, il a plus de place. On a trop de trucs, en fait. On a trop de trucs qu'on doit faire. Je suis obligé de vider. Une fois qu'un MOOC, il est passé, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment ce que je te rejoins totalement là, notamment quand les potes de First Team gentiment m'invitent à passer à l'occasion de la sortie d'un MOOC. Il faut que je me remette, il faut littéralement que je reprenne le MOOC et que je re-regarde ce qu'il y a dedans. Parce que une fois que le bouclage est fini, j'oublie complètement. Parce qu'on a fait juste un truc que je rajoute pour Antoine quand même, c'est la série Apocalypse, série trop bien. NBA Apocalypse que tu avais écrite pendant le Covid. Qui est toujours disponible sur Basket Session. Vous pouvez la trouver, une série fiction que tu avais écrite pendant le Covid par épisode, qui était vraiment incroyable. Les groupes chat d'Antoine aussi, elles sont très très bons. Les groupes chat imaginaires entre les mecs du Banana Boat et tout, c'était... Ça, j'aimais bien écrire ça. C'est drôle, ça. Mais tu sais, là, je suis en train de réfléchir, tu sais, même dans les derniers MOOC que j'ai lus et tout, parce que ça m'arrive quand même, tu vois, de les lire. Mais je serais incapable... Tu sais que là, je suis en train de penser... Je pense que sur notre livre de top là qu'on a fait, je suis pas sûr de pouvoir vous citer plus que 10 tops, sachant qu'il y en a 130 dans le livre et que je les ai tous lus vu que je les ai tous relus. parce que tu vois, je les ai quand même littéralement tous lus plusieurs fois vu que je devais gérer le truc et je suis pas sûr de pouvoir t'en citer plus que 10. Là, si tu me laisses pas du temps, je suis pas sûr que je t'en cite plus que 10 qu'il y a dans le livre. C'est terrible, c'est catastrophique. Non, mais je crois qu'on est tous un peu pareil, hein, mais moi, si je dois en citer un, j'aimais bien parce que c'était dans un contexte particulier, mais c'est celui que j'en avais fait plusieurs du coup, parce qu'il y avait 2 sujets différents sur lui, plus une interview, mais c'était sur Kevin Durant quand du coup j'avais pu aller à Washington, couvrir, le suivre là où il avait grandi et machin, et du coup écrire dessus sur du vécu sur place. Du coup, ça donne une touche particulière plutôt que quand on écrit forcément par la force des choses à distance sur un sujet où parfois on n'a pas toujours même l'interlocuteur principal. Donc celui-là, j'ai un bon souvenir parce que c'était vraiment un récit à faire, plus l'interview, une petite interview avec lui, plus un autre sur sa personnalité. Ça remonte, hein. C'est en 2013, mais j'ai des bons souvenirs de ça aussi. Et de manière générale, c'est pas diplomatique, mais pareil, je me souviens pas toujours de qui a écrit quoi, c'est ça qui est fou. Mais à chaque fois, je lis les MOOC comme
comme quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est ça que j'aime bien. Et parfois, quand Antoine ou Théo vous faites la présentation, alors dedans, vous allez retrouver ça, je me dis, ça a l'air cool. Alors que parfois, j'ai lu, je sais qu'il y a écrit, je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Tu sais ce qui me marque le plus au final dans les Rivers et les MOOC, je pense que c'est nos grands entretiens. Ça, à la limite, je m'en souviens déjà un peu plus. Notamment, je serais pas capable de vous dire si c'est MOOC ou si c'est un Rivers, mais c'est un entretien de Tariq Abdoulouad. Et je sais absolument pas qui l'a fait. C'était dans Rivers, Ok, c'était Rivers. C'était dans Rivers, Voilà. Tu vois, j'aurais pas été capable de dire que c'était toi. Et j'aurais été incapable de dire si c'était Magazine Rivers ou MOOC. Mais la plupart des grands entretiens, il y en a un, je sais que j'ai toi parce que j'y étais, c'est Derrick Rose. Mais toutes nos interviews, Laurent Sierra aussi. Je sais pas qui a fait Laurent Sierra. C'était moi. Les grands... client, bon client. Mais les grands entretiens, les interviews fleuves comme ça, je m'en souviens plus, ça marque plus que les papiers. Juste un petit mot, le papier sur Kevin Durant dont tu parlais, Shai, qui est vraiment super, parce que je l'ai relu récemment, vu qu'il est dans l'anthologie qui est juste derrière moi et qui est disponible toujours sur Basket Session. J'en profite pour faire un petit placement produit. Très bien joué, bravo. Allez, on va essayer de poser une question moins piège pour Antoine. Question de Nico. Ne croyez-vous pas que cette année soit celle de Luka Doncic? Il y a un bon recrutement aux Lakers. Luka va être très revanchard par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et surtout accompagné de LeBron qui peut-être mentalement va lui faire passer un cap. Le groupe est mieux ajusté autour de lui, avec un coach qui a lui aussi pris de l'expérience avec ses bons choix et ses mauvais choix, particulièrement en play-off. Avec tous ces éléments-là, ne croyez-vous pas que les Lakers sont vraiment un contender sérieux, notamment grâce à Luka Doncic? Tout dépend ce qu'on appelle l'année de Luka Doncic, parce qu'à part l'année dernière, sinon j'ai l'impression que ça a tout le temps été l'année de Luka depuis qu'il arrive en NBA, quoi. Il a toujours été bon, les fois où il a fait les playoffs, il a quand même quasiment toujours été bon en playoffs, avec des performances même qui sont all-time, quand on regarde notamment sur les points marqués, etc. Après, véritable contender, la question elle est un peu compliquée, ça, il faudra voir sur place. Si en play-off, les Lakers seront une équipe dure à manœuvrer, mais pour autant, quand je regarde ce qui se passe un petit peu à l'Ouest notamment, je les mettrai pas aujourd'hui comme les favoris pour être champion. Ouais, pareil que toi, je les mettrai pas favoris pour être champion. Par contre, si c'est l'année de Luka Doncic et si par ça on entend le meilleur Luka qu'on a vu jusqu'à présent, un Luka qui passe encore un cap par rapport à son niveau déjà extraordinaire. Luka, il y a pas longtemps, on sait qu'il est en dessous de Jokic, mais tu vois, il y a, selon les moments, par exemple, tu vois, 2024, quand ils font finale, etc., il y a des moments où tu te dis, c'est le meilleur joueur du monde, ou c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Si on a un Luka qui passe encore un cap par rapport à ce niveau qu'il avait déjà établi, un Luka qui revient déterminé dans la forme de sa vie, ce qui apparemment semble vouloir être son objectif, là, ça change la donne, en fait. Parce que les Lakers sont beaux ne pas être parfaits. Tu te dis, ouais, mais il est tellement fort. Oui, si lui, il est à ce niveau-là, je me dis que les Lakers, ils peuvent battre n'importe qui, en fait, sur une série. Et du coup, est-ce que ça peut être l'année de Luka? Est-ce que ça va être l'année de Luka? Il y a moyen. Il y a moyen que ce soit l'année de Luka. J'allais te dire que sur mes premières réflexions de pronostic de MVP, je suis pas très loin de mettre Luka en première position, ou en tout cas top 2, top 3. Ce qui est une évidence, vu ce que disait Théo, c'est tout le temps l'année de Luka, il est toujours très performant, il est toujours dans le top 3 des meilleurs joueurs quasiment. Mais j'ai l'impression là, que ça veut pas dire que les Lakers vont être champions, loin de là. Ça veut même pas dire forcément que je les imagine aller très 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 loin en playoff. Mais sur la saison régulière, je pense que c'est peut-être l'année où on imagine le moins qu'il sera MVP, parce qu'il est tout le temps, regardez, dans les pronostics qu'on fait en début de saison, moi j'ai dû le mettre 2 ou 3 fois MVP, et à chaque fois il l'est pas. Je pense que ça peut être l'année de Luka dans ce sens-là. En tout cas sur le plan individuel, avec un niveau stratosphérique et des stats et tout pour appuyer une candidature pour le titre de MVP. Alors il faudra voir comment ça va se goupiller avec les autres, avec LeBron et tout, mais je pense que là, avec une préparation pleine, le trade digéré, je pense qu'individuellement ne sera pas très loin du compte. Collectivement, c'est autre chose, il y a plein de choses à régler aux Lakers et à voir en situation, mais je suis assez d'accord avec ça. On passe à une question de Lolo for Wine qui nous dit: j'ai découvert le basket NBA en 92, j'ai suivi jusqu'au début des années 2000 avant de reprendre en 2011, donc il a une période de creux. Est-ce que vous aussi vous avez eu des périodes de creux dans votre vie de fan ou d'observateur de basket du même type? Pensez-vous que le basket en général peut avoir des périodes creuses?
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez lâché la NBA et votre suivi et votre intérêt pour la NBA? Moi, j'ai pas vraiment lâché. Par contre, des périodes de creux, oui, il y en a eu. L'après Jordan, c'était quand même une période creuse un petit peu la ligue se cherchait un nouveau visage. Alors, tu avais Kobe qui était là, tu as eu juste après, tu as Vince Carter qui était ascendant. Et on était encore dans une époque aussi où, du coup, les joueurs essayaient de jouer comme avait joué Jordan. Le jeu était très pauvre, vraiment. Il y avait beaucoup d'isolation, mais sans que les mecs aient le talent pour rentabiliser ces isolations. Je pense que ça a été une des périodes les plus creuses, juste après Jordan. Moi, j'ai pas vraiment eu de période creuse. J'en avais déjà parlé, je crois. Un moment où j'ai fait un mini burn-out de basket, où j'en ai eu marre. Donc, c'est le moment, je pense, où j'ai suivi. C'est le seul moment de ma vie où j'ai suivi uniquement pour des raisons professionnelles. Donc, je suivais parce que c'est notre boulot et que j'avais à cœur de bien le faire. Mais j'avais plus la motivation pour diverses raisons. Je me suis intéressé à d'autres choses. J'en avais un peu marre de ma pratique de basket aussi. C'est le moment où je me suis dit peut-être je ne jouerai plus jamais au basket. Puis après, mais après, c'est revenu. Ça a duré 2 ans, je pense. Et après, c'est revenu. Moi, il y a eu un petit creux, 2007 à 2010. C'est le moment où la NBA m'a moins intéressé. Vraiment, le titre des Spurs, là, je me souviens, c'est contre la finale contre LeBron. Ça m'a absolument pas emballé. J'ai pas du tout été dedans. Du coup, les 3 finales suivantes, 2008, 2009, 2010, tu vois, je sais que j'étais moins à fond dans la NBA. Et Derrick Rose, alors 2009, il y a une série quand même. Et je pense que c'est là qu'il se fait un peu le shift. En fait, c'est vraiment quand Derrick Rose commence à prendre de l'ampleur avec cette équipe des Bulls qui commence à me faire kiffer. Là, il y a de nouveau un truc. Et Lillard est drafté pas longtemps après. Et là, je suis retombé en plein dedans. Il y a aussi les Spurs de Kawhi, même le hit, tu vois, de LeBron, Dwayne et Chris Bosh. J'avais envie de détester LeBron et du coup ça m'accrochait en fait. Mais ouais, la petite période là, 2007 à 2010, j'étais moins dedans. C'est marrant, moi c'est juste avant toi. C'est la période, j'avais un peu recherché pour voir à quoi ça correspondait, mais la période 2004. 2007, donc en incluant les finales dont tu parlais, celle où les Spurs sweep les Cavs. Mais moi, juste après le titre déjà cette saison-là, je suivais moins. Quand je dis suivais moins et que j'étais en creux, c'est-à-dire que je regardais quand même les finales, hein, mais j'étais pas sur un suivi quotidien ou autant que possible. Et du coup, ça inclut 2004, ça inclut les Spurs qui battent les Pistons l'année d'après, ça inclut même le Heat qui bat les Mavs. Genre, j'ai regardé les finales, mais j'étais pas à fond dedans. Et donc, les Spurs contre les Cavs, ça a vraiment repris quand il y a eu la saison 2008 avec Celtics-Lakers. Il y avait Orlando qui redevenait compétitif, donc je pense que ça a coïncidé avec ça aussi, avec Dwight Howard et tout. Orlando qui va en finale après, et là, après, j'ai pu vraiment lâcher, quoi. C'est marrant. T'as passé ton bac en quelle année ? C'est une bonne question. 2005. Ok, tu vois, c'est marrant, toi comme moi, en fait, ça coïncide à peu près bac et tout début de mais secondaire. c'est pas parce que je travaillais trop. Hein, non, pas forcément, mais tu vois, on est à l'âge où on sentait on a d'autres intérêts. Voilà. Mais c'est une période où, en tout cas 2000, ouais c'est ça, 2003-2004, j'ai toujours eu des périodes foot, hein, jamais vraiment de gros creux, mais c'est une période où j'étais vraiment à fond foot et où j'ai peut-être un peu pris de recul aussi là-dessus. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. On a une question de Romain. Alors, ça va revenir sur un sujet qu'on évoquait l'autre jour et même un petit peu tout à l'heure en début de CQFR. Une question de Romain. À la suite du CQFR de jeudi, pourriez-vous, s'il vous plaît, approfondir un peu la notion culturelle qui pousse les Américains à se proclamer comme the best dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, comme l'exemple de Jalen Green au basket, alors qu'ils n'ont littéralement rien accompli. Je dois avouer qu'en tant que Français d'éducation européenne, cet aspect culturel des Américains, pas seulement visible dans le sport, m'a toujours rebuté, même lorsque j'ai vécu là-bas. Pareil pour le trash talking, dont certains joueurs au palmarès désertique se sont fait la spécialité. Je ne suis pas à l'aise avec cette ambivalence, mais il me semble que Théo avait défendu le point de vue adverse lors d'un Hoop Culture, en disant qu'il était justement trop facile de chambrer une fois qu'on avait réussi. Je suis même convaincu que ces aspects culturels font partie des choses qui ont déplu à Ricky Rubio lors de son passage dans la Ligue. Bref, quel est votre point de vue sur ces notions de vantardise à outrance ou même de trash talking propre à la culture US ?
Je vais hésiter aussi. Ouais. Alors, c'est une question qui est complexe, hein, mais c'est vraiment une question culturelle. C'est vrai que c'est une société qui est globalement, je pense, plus individualiste que la nôtre, même si on devient de plus en plus nous-mêmes. C'est aussi une société qui pousse beaucoup plus très tôt, en fait, les gens à s'affirmer en tant qu'individus. C'est très, on le voit notamment, tu vois, dans le parcours, dans la manière à l'école, en fait. Il y a ça a aussi parfois des bénéfices. Tu vois, par exemple, nous, j'ai donné cet exemple, en tout cas pour ma génération, parce que j'ai pu voir que ça avait heureusement changé un petit peu sur la génération, les nouvelles générations, je vois ça à travers ce que ma fille a pu faire, mais quand on faisait de la littérature, je me rappelle, au collège, même lycée, il n'y a jamais un moment où on te demandait ton avis à toi personnellement, en fait. On te demandait une analyse technique, une analyse historique même de l'œuvre, mais ton point de vue était jamais mis en avant. Si tu regardes n'importe quelle série américaine ou film américain, quand il y a un gamin qui fait un exposé, il donne son avis. Quoi. Il dit, moi j'ai aimé ce livre parce que tac, 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 tac. C'est pas pour dire que c'est mieux, mais il y a quand même le fait de s'affirmer, tout le côté un petit peu qui croira en toi si toi t'y crois pas toi-même, tous ces choses-là qui sont vraiment prégnantes en fait dans leur société dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est ça qui, en bout de course, amène à cette surconfiance et qui, nous, en tant qu'Européens, je pense, continue de nous étonner toujours, en fait. Mais il y a cette façon de se créer. Et c'est aussi, si tu regardes, hein, si tu dézoomes un petit peu, le fait qu'en tant que pays, en fait, ils sont aussi... ils ont le même positionnement en tant que pays qu'en tant qu'individu. À continuer de dire aujourd'hui encore qu'ils sont le pays de la liberté. Je veux dire, c'est de plus en plus dingue quand on voit ce qui se passe aujourd'hui politiquement sur place. C'est le pays qui a le plus gros taux, un des plus gros taux d'emprisonnement au monde. Donc tu dis, c'est le pays de la liberté ou c'est le pays où vous mettez le plus de gens en prison? Tu peux pas tout à fait être les deux. Mais en tout cas, cette capacité qui peut être un moteur, mais qui est limitant aussi, à globalement pas se remettre en question. Moi, une des choses qui me frappe le plus, et c'est vrai, tu peux prendre quasiment n'importe quel champ qu'importe le champ, que ce soit des artistes, que ce soit des athlètes, quand une interview où quelqu'un pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose dans votre carrière que vous regrettez? La réponse est tout le temps non. Un Américain, peut-être que je grossis le trait, ils vont toujours te dire non, et ils vont toujours te dire non parce que tout ce que j'ai fait dans mon parcours a abouti à la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, ça me sidère tout le temps parce que je me dis, mais t'aurais pu devenir peut-être quelqu'un de mieux encore. Tu vois, tu vois, moi, si je devais refaire ma vie, il y a des tas de choses que je ferais différemment, en fait. Et ça, je pense que c'est un petit peu symbolique de leur voilà, de la manière dont ils évoluent. Tu vois, je voyais même chose, tu vois, je rigolais parce que je regardais Gershon Yabusele qui était invité dans le podcast des New-Yorkais. Josh Hart, ouais. Voilà, exactement. Et en fait, Josh Hart est incapable de prononcer le nom de Gershon Yabusele, ni son prénom, ni son nom de famille. Et à un moment, il essaie de prononcer le nom de Pacom Dadier, qu'il appelle Pacom the Diet. Ok. Et Gershon, il dit non, il lui dit ouais, that's crazy, genre c'est dingue, tu peux pas l'appeler comme ça et tout. Et Josh Hart, il dit ouais, mais ici on est aux États-Unis, mon pote, c'est comme ça qu'on dit, à toi de t'adapter, tu vois, même sur un truc aussi important que qui tu es. Les Américains, ils en ont rien à foutre. Enfin, encore une fois, hein, je schématise, hein, je dis pas que tous les Américains sont comme ça, mais une partie des Américains, ils s'en foutent en fait, tu vois. Il y a encore des commentateurs télé qui n'arrivent pas à dire correctement le nom de Giannis Antetokounmpo. Alors je sais qu'on nous critique parfois sur la manière dont on va dire Tatum, on dit Tatum, on dit pas Tatum, ok, ou on n'accentue pas le H sur Harden, on dit pas Harden. Ok, tu vois, on francise aussi un petit peu les noms, mais pas au point de les déformer complètement. Et ça, les Ricains, ils s'en foutent. Ouais, moi je pense aussi que tout n'est pas, en fait, tout n'est pas acheté. C'est juste, c'est peut-être des questions de juste milieu. Je suis pas agacé particulièrement par l'excès de confiance. Ça peut me saouler quand ça atteint des taux extrêmes, en fait. Comme dans tout dans la vie, en fait. Je pense que l'extrême dans la vie de tous les jours, dans tout ce que tu veux, c'est rarement bon, dans un sens comme dans un autre. Et quand ça devient extrême, parfois, ça peut sembler ridicule. Je peux trouver ça un peu ridicule. Genre, Ja Morant, j'avais trouvé ça ridicule, tu vois. Et je m'étais dit, le boomerang va être terrible. Le retour du boomerang va être terrible. Et là, pour le coup, le retour du boomerang, il a été terrible. Et tu vois, et parce que je trouve qu'il y avait
pas assez de recul. En fait, des fois, si c'est extrême, si tu es aveugle dans ta pensée, que tu es juste non, mais c'est comme ça que ça marche, il faut faire comme ça, et que tu prends aucune nuance, du coup, tu n'as pas le recul nécessaire pour voir que tu es ridicule, soit que tu es ridicule, soit que ça va trop tomber dessus salement, tu vois. Mais dans l'idée, exactement comme l'a dit Théo, je pense que aussi ça aide des gens. Je veux dire, avoir confiance en soi, c'est une force incroyable dans la vie, en fait. Après, je pense que eux, des fois, elle est faussée parce que il y a de l'auto-persuasion et du coup, c'est pour ça que je viens sur l'extrême. Faut pas que ça devienne extrême au point où c'est ridicule ou ça devient faux, en fait. Mais sinon, avoir confiance en soi et pouvoir s'affirmer, c'est une force incroyable. Et si dans ta société, tu arrives quand même à créer ça, c'est quelque chose de brillant. Après, voilà, je connais pas assez bien la société américaine pour savoir à quel point ça marche, mais c'est quelque chose que je vais pas critiquer le principe de se dire on va essayer d'affirmer nos jeunes, de leur donner confiance, etc. C'est juste, faut pas qu'il y ait un extrême. Ouais, non, mais culturellement, enfin, tu prends juste l'Europe ou la France et les États-Unis. En France, on te fait comprendre qu'il vaut mieux pas trop faire de vagues et pas trop se mettre en avant. Sinon, tout de suite, effectivement, tu sembles arrogant. Et parfois, il y en a qui vont aussi dans l'extrême et ceux qui veulent se démarquer, ils sont beaucoup trop arrogants par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et moi, quand tu parlais de ce qui t'agaçait, parfois, chez les athlètes américains, c'était ça. C'est plutôt quand comme ça me semble pas soutenu par des performances ou un niveau que j'ai pu voir déjà. Si quelqu'un d'incroyablement fort dit oui, je pense que je suis le meilleur joueur de tous les temps, j'ai travaillé pour. Mais bon, tu vois, quand il y a une petite dose d'humilité dedans, ça me va. Quand c'est juste, bah oui, je suis déjà le meilleur. Je rentre sur le terrain en me disant que je suis le meilleur que Michael Jordan, il n'y a pas de problème. Et quand c'est des mecs qui sont plutôt irréguliers ou qui, ouais, c'est plus ça qui peut je sais pas me choquer, mais m'agacer un peu. Mais tout ce que vous avez expliqué sur oui, la société américaine, oui, mais tous les gens, et pas que des gens ultranationalistes, grandissent avec l'idée que les États-Unis sont le plus grand pays du monde, un modèle culturel qu'on exporte. Et d'ailleurs, tous les pays sont très contents que le modèle culturel américain soit intégré au leur. Enfin, c'est aussi comme ça qu'ils grandissent et qu'ils sont élevés. Donc ça va avec parfois une certaine attitude et un certain comportement qui forcément nous perturbe. Et nous, parfois, on est trop dans l'autre excès, à trop être trop discret ou à pas assez avoir confiance ou être fier de ce qu'on peut réaliser aussi. Mais ouais, c'est toute une question de... Pardon, non, vas-y. d'équilibre, juste pour rebondir, parce que dans le CQFR d'hier, vous parliez du cas de Cam Thomas. Mais en fait, Cam Thomas, s'il n'a pas cette mentalité-là, jamais il arrive à ce niveau-là. Je veux dire, il prend tous les shoots, mais quand il y avait Kevin Durant et Kyrie Irving dans son équipe, il prenait tous les shoots quand même quand il était sur le terrain. T'es rentré sur le terrain et disait, donnez-moi la balle, je vais shooter, en fait. Et malgré tout, c'est ce qui lui permet d'aujourd'hui... Alors, demander un contrat peut-être trop élevé par rapport à sa valeur réelle, mais malgré tout, parfois, c'est quand même... un vrai atout, en fait, c'est ce que tu disais, Antoine, sur des secteurs extrêmement concurrentiels comme peut l'être le sport de haut niveau. Parfois, c'est un atout d'être un peu, c'est la confiance en soi irraisonnée, on pourrait dire ça comme ça. Ce qui est important, en fait, ça peut t'amener jusqu'à un certain niveau, mais quand tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu puisses dézoomer et que tu aies une conscience plus large si tu veux rester à ce niveau-là et continuer d'exister. Tu m'as fait la passerelle parfaite parce que je pense que cette question, elle réagit à quand on avait parlé de Jalen Green notamment. Et en fait, il faudrait faire du cas par cas pour voir à quel moment cette mentalité, elle t'aide et à quel moment tu as besoin de la faire évoluer. Parce que c'était ça en fait qu'on disait sur Jalen Green. On ne reprochait pas à Jalen Green d'avoir confiance en lui. On était plus dans ce questionnement de oui, mais en fait, là, on a déjà vu que tu n'étais pas tout à fait ce gars-là. Donc, est-ce que cette mentalité de continuer à te persuader que tu es ce gars-là, est-ce qu'elle t'aide? Point d'interrogation, tu vois, je n'ai pas la réponse. Ou est-ce qu'elle risque de te bloquer? Et lui, il a un moment de sa carrière où il est encore jeune, mais il va peut-être devoir y avoir une adaptation légère de son état d'esprit, parce que s'il est continuellement que dans ce mode-là, ça peut le bloquer aussi. Ça peut être un frein à sa carrière. Mais c'est vrai, et à très haut niveau, en fait, je continue à donner cet exemple-là parce que je le trouve vraiment extraordinaire, c'est celui de Dwayne Wade, en fait. Dwayne Wade avec le Heat, le moment où il capte, en fait, vraiment, qu'il faut que LeBron ait plus la balle, et non seulement il le capte, mais en plus, derrière, il met les efforts en place pour continuer à être tout aussi important, en fait. Le Heat n'aurait jamais gagné sans LeBron, il n'aurait jamais gagné sans Dwayne Wade non plus, en fait. Mais il a eu l'intelligence de dézoomer et de se dire, mais je suis toujours l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il se trouve que dans mon équipe aujourd'hui, je suis pas le meilleur joueur, et il faut que je trouve une autre manière d'être
extraordinaire, mais dans un nouveau cadre en fait. Et ça, franchement, il y a extrêmement peu de joueurs de son standing qui ont réussi ça. C'est ce que Carmelo Anthony n'a jamais réussi à faire. C'est ce qu'Allen Iverson n'a jamais réussi à faire. Et ouais, je salue à nouveau ce qu'a su faire Dwayne Wade, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, même d'une certaine manière. On en parlait dans un, je sais plus si c'était dans un CQFR ou dans un Culture, mais je disais que j'avais été extrêmement déçu par la carrière de Vince Carter, en qui j'avais cru énormément, mais malgré tout, c'est aussi un joueur qui a su, un des rares joueurs qui a eu ce statut-là et qui a su prolonger sa carrière en étant un joueur efficace, performant, mais dans des rôles complètement différents de ce qu'il avait pu connaître auparavant. On pourrait dire Ray Allen aussi dans une autre mesure. Ouais. C'est tout pour cette semaine, les gars. Eh ben, merci à tous pour vos questions. Je rappelle l'adresse cqfr.rivers@gmail.com si jamais vous voulez envoyer vos questions. Et on se retrouvera du coup samedi prochain pour une nouvelle salve. Bonne journée à tous, bon week-end. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.